Jusque-là, on a vu deux théories mathématiques. Dans l'épisode 13, on a parlé de l'arithmétique de Peano et dans l'épisode 19, on a mentionné la théorie ZFC. On a aussi parlé de l'inclusion, de l'exclusion de l'axiome du choix, voire de l'hypothèse du continu. Toutes ces mathématiques sont dites standards. Mais à force de baigner dans ce qui est standard, on en vient à oublier tout le champ des possibles. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin et de découvrir 6 mathématiques alternatives. Théorie alternative 1. L'arithmétique de Robinson. Commençons léger. L'arithmétique de Robinson est ce que l'on obtient lorsque l'on part de l'arithmétique de Peano et que l'on enlève le schéma d'axiome de récurrence, celui qui se décomposait en une infinité d'axiomes. On obtient alors une théorie axiomatique avec un nombre fini d'axiomes. Ce qui peut paraître rassurant. Eh bien non, certes, l'arithmétique de Robinson est capable de prouver que 1 plus 1 est égal à 2 ou que 39 n'est pas un nombre premier. Cependant, l'arithmétique de Robinson est incapable de prouver quoi que ce soit de général. Elle est incapable de prouver, par exemple, qu'il existe un nombre infini de nombres premiers ou que n plus m est toujours égal à m plus n pour tout entier m et n. L'arithmétique de Robinson est donc incomplète puisque la commutativité de l'addition est un problème indécidable. Théorie alternative 2. L'arithmétique de Presburger. Pour l'instant, on n'a vu que des théories mathématiques auxquelles le théorème d'incomplétude de Gödel s'appliquait. Pourtant, il est en fait très simple de créer une théorie dans laquelle il n'y a pas de vérité mystérieusement non démontrable. Pour cela, il suffit de retirer le symbole de la multiplication. Certes, il reste possible d'exprimer des trucs qui ressemblent à des multiplications par une constante. Par exemple, 3 fois x peut être réécrit comme étant x plus x plus x. Cependant, il devient impossible de montrer par exemple que la multiplication est commutative parce qu'il est impossible d'écrire x fois y où x et y sont tous les deux des variables. En fait, l'arithmétique sans le symbole de la multiplication, que l'on appelle l'arithmétique de Presburger, est décidable et complète. Et si elle est complète, c'est parce que son langage est limité, et en particulier, elle est incapable de formuler un théorème qui exprimerait la commutativité de la multiplication. C'est restreignant, mais ça a du bon. En particulier, le second théorème d'incomplétude de Gödel, celui qui dit qu'une théorie ne peut pas prouver sa propre cohérence, ne s'applique désormais plus. En effet, il s'agit en fait d'un théorème que d'affirmer que l'arithmétique de Presburger n'a aucun paradoxe. Mieux encore, Presburger démontra en 1929 qu'il existait une méthode systématique, un algorithme, qui, étant donné n'importe quel théorème, finira toujours en temps fini par trouver une preuve de ce théorème ou de son inverse. Tout théorème de l'arithmétique de Presburger est donc vrai ou faux, et un ordinateur sera toujours capable de déterminer s'il est l'un ou l'autre. On dit que l'arithmétique de Presburger est décidable. De la même façon, l'arithmétique de Skolem, qui lui exclut le symbole de l'addition, est une théorie mathématique décidable. Mieux encore, des théories modernes sont capables de parler à la fois de la soustraction et de la division, tout en restant décidables. Ces mathématiques alternatives ont le bon goût d'échapper au théorème d'incomplétude de Gödel, mais elles ont le défaut d'être trop limitées pour faire tout ce que l'on aimerait pouvoir faire avec des nombres comme parler à la fois de l'addition et de la multiplication. Théorie alternative 3. La géométrie de Tarski. On dit souvent de la géométrie d'Euclide qu'elle est la première théorie mathématique axiomatique. Cependant, les axiomes de la théorie d'Euclide sont en fait très flous selon les standards de la logique formelle moderne. En 1959, Alfred Tarski, dont on a déjà parlé dans l'épisode 15, chercha à formaliser la géométrie d'Euclide, ce qui lui conduisit à ce que je vais appeler la géométrie de Tarski. Dans cette géométrie de Tarski, les objets sont en fait les points de l'espace mathématique, et il existe 3 relations possibles entre les points de la géométrie de Tarski. La première est celle présente dans toutes les théories formelles, à savoir le symbole de l'égalité, en particulier selon les règles de la logique classique. On sait que si 2 points sont égaux, alors toute propriété vraie pour l'un va être vraie pour l'autre. La seconde relation relie 3 objets de la théorie, A, B et C, et elle dit que A, B et C sont alignés dans cet ordre, en particulier B se trouve entre A et C. Il y a ensuite tout plein d'axiomes autour de cette relation d'alignement. Par exemple, si on a A, B, A, c'est-à-dire si B est entre A et A, alors A est égal à B. Un autre axiome intéressant est l'axiome de continuité, ou plutôt le schéma d'axiome de continuité. En gros, ce qu'il dit, c'est que si on a un ensemble de points qui se trouvent toujours d'un même côté par rapport à un autre ensemble de points, et que tous ces points sont toujours alignés,
alors il existe un point entre les deux ensembles. Et ça, pour ceux qui ont suivi l'épisode hardcore, ça ressemble pas mal à la coupe de 2 de Kind. La troisième relation est une relation entre 4 objets de la théorie de Tarski, AB et CD, et elle dit en gros que la distance AB est égale à la distance CD, et cette égalité, je la note un petit peu différemment avec un autre symbole d'égalité, puisque ce n'est pas la même égalité que l'égalité entre des points de la théorie de Tarski. Là encore, on a un axiome qui permet d'utiliser cette relation pour prouver l'égalité entre des points, en particulier si on a AB est égal à CC, ça veut dire que la distance entre A et B est la même qu'entre C et C, et ça implique que A est égal à B. Jusque-là, nos axiomes permettent de faire de la géométrie, mais cette géométrie n'est pas forcément euclidienne. Pour la rendre euclidienne, il nous faut rajouter l'équivalent du 5e axiome d'Euclide dont on a parlé dans cet épisode. Alors, il y a beaucoup de formulations équivalentes du 5e axiome d'Euclide. L'une d'elles consiste à dire que le théorème des milieux est vérifié. Autrement dit, si je prends n'importe quel triangle ABC, et si j'appelle X et Y les milieux des côtés AB et AC, alors XY va avoir une longueur qui est la moitié de la distance BC. Et ça, dans le formalisme de la géométrie de Tarski, ça nous donne cette formule logique. Bref, la géométrie de Tarski permet donc de faire de la géométrie euclidienne. Mais les axiomes qu'on a vus jusque-là ne précisent pas la dimension de l'espace euclidien. En fait, avec les axiomes qu'on a vus jusque-là, on pourrait très bien faire de la géométrie en dimension 1 et ainsi définir des espèces de nombres réels, ou de la géométrie en dimension 196 883. Pour préciser la dimension de la géométrie de Tarski, il nous faut rajouter 2 axiomes. Le premier des axiomes nous dit que la dimension de l'espace va être au moins égale à 2, et le deuxième axiome nous dit qu'il va être au plus égal à 2. Et là, magie, on obtient une théorie axiomatique du premier ordre qui permet de formaliser la géométrie d'Euclide et qui est décidable. Autrement dit, tout théorème de la géométrie de Tarski est vrai ou faux, et il existe un algorithme qui sera toujours capable de déterminer s'il est l'un ou l'autre. Théorie alternative 4, le corps réel clos. Ici, on court-circuitait l'arithmétique de Peano pour parler des nombres réels. Ce pari fou de Tarski encore lui permit de développer la théorie des corps réels clos. Pour ce faire, Tarski se reposa sur les axiomes de la théorie des corps et de la relation d'ordre, sur l'existence des racines carrées et sur l'existence de solutions aux équations polynomiales de degré impair. Si on se restreint alors à des formules qui n'utilisent que la multiplication, l'addition, la soustraction, le symbole égal ou le symbole supérieur ou égal, et si on s'interdit de manipuler des ensembles de nombres, alors la théorie des corps réels clos ordonnés est une théorie décidable. Tarski réussit en particulier à développer un algorithme capable de décider si un théorème de la théorie des corps réels clos est vrai ou faux. Le seul problème, c'est que cet algorithme est un peu méga super lent. Étant donné une formule de longueur n, il est impossible de dire que cet algorithme va prendre moins de temps que 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance et ainsi de suite avec un n à la fin. Le temps de calcul est plus grand que n'importe quel tour d'exponentielle. Autre bizarrerie, la théorie de Tarski est incapable de parler des exponentiations. Est-ce que la théorie reste décidable lorsque l'on prend en compte les exponentielles? On ne sait pas. Il s'agit là de l'un des nombreux problèmes ouverts de la recherche sur les fondations mathématiques. Théorie alternative 5, l'arithmétique oméga incohérente. Et pour finir, on va faire un truc super méga bizarre. On va partir de l'arithmétique de Peano. Comme on l'a vu dans l'épisode 18, Gödel a réussi à traduire la validité des preuves de l'arithmétique de Peano dans le langage de l'arithmétique de Peano, si bien que dire que Demo prouve théorème revient à dire qu'il existe une formule qui relie les codes numériques de Demo et de théorème. On a aussi vu qu'il était possible de construire un théorème que je vais appeler G pour Gödel, qui dit que G n'a pas de preuve. Et on avait vu que si l'arithmétique de Peano était consistante, alors G devait forcément être vrai. Ainsi, la consistance de l'arithmétique de Peano implique G. Mais si on est maintenant capable de formaliser cette implication dans l'arithmétique de Peano, et si on est capable de prouver la consistance de l'arithmétique de Peano, alors on pourra en déduire une preuve que G est vrai. Or, G dit que G n'a pas de preuve. Donc on aurait un paradoxe. En fait, c'est précisément ça le second théorème d'incomplétude de Gödel. Si on a une preuve de la consistance de l'arithmétique de Peano, alors on est capable de prouver le théorème G avec cette preuve de la consistance de l'arithmétique de Peano, et du coup on obtient un paradoxe. La preuve de la consistance de l'arithmétique de Peano implique
son inconsistance. Mieux encore, on a vu que la preuve de consistance impliquait l'inconsistance de la théorie. Mais si je prends maintenant la contraposée de cela, je sais que la consistance de la théorie implique l'absence de preuve de consistance. Écrivons maintenant tout cela dans le langage de l'arithmétique de Peano. La preuve de la consistance revient à dire que pour toute tentative de preuve n, il est faux de dire que n prouve quelque chose d'incohérent comme par exemple 1 égale 0. Si je prends maintenant la négation de cela, je vois que l'absence de preuve d'inconsistance revient à dire qu'il est faux de dire que pour tout n, n ne prouve pas 1 égale 0. Et ça, d'après les règles de la logique, c'est équivalent à dire qu'il existe un n tel que n est une démonstration de 1 égale 0. Et ça veut dire que je peux rajouter à l'arithmétique de Peano un axiome qui dit qu'il existe une preuve de l'inconsistance de la théorie. Et si l'arithmétique de Peano était consistante, alors arithmétique de Peano plus existence de preuve d'inconsistance reste une théorie consistante. Alors il faut savoir que la quasi-totalité des mathématiciens croient que l'arithmétique de Peano est vraie. Et ça veut dire qu'ils sont forcés de croire que cette arithmétique de Peano plus cet axiome qui postule l'existence d'une preuve d'inconsistance reste consistante. Autrement dit, la quasi-totalité des mathématiciens croient qu'il existe des théories qui affirment leur inconsistance, mais qui sont en fait consistantes. On dit que la théorie que l'on vient de construire est oméga inconsistante. Eh bien, l'existence de théories oméga inconsistantes et consistantes, c'est l'un des pires paradoxes apparents de l'histoire de la logique. Et la raison pour laquelle une théorie consistante pourrait malgré tout être oméga inconsistante réside sans doute dans l'interprétation du symbole « il existe ». En logique classique, le symbole « il existe » signifie qu'il existe, mais ne signifie pas que l'on peut effectivement accéder, construire l'objet dont on a prouvé l'existence. Et donc si on regarde de plus près l'axiome qui postule l'existence d'une inconsistance, eh bien on voit que cet axiome nous dit juste qu'il existe cet objet, cette preuve d'inconsistance, mais ne nous dit pas comment la construire. Et bien finalement, le fait que cet axiome ne nous dise pas comment construire la preuve d'inconsistance fait que on ne pourra peut-être jamais construire une preuve d'inconsistance. Et c'est peut-être ça qui rendra la théorie malgré tout consistante. Enfin, ce que je raconte là est vraiment what the fuck, et Gödel lui-même a vraiment essayé de lutter contre l'existence de théories oméga inconsistantes. Mais peut-être que la raison de cette bizarrerie réside tout simplement dans le fait que le symbole « il existe » ne doit pas se lire « il existe » ou du moins qui ne correspond pas du tout à notre intuition de ce qu'il devrait vraiment signifier. Et s'il y a un tel décalage entre la logique formelle et notre intuition, c'est peut-être parce qu'il y a un truc à rejeter dans la logique classique formelle. Spoiler alert, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un truc à rejeter dans la logique classique formelle. Chut, on y viendra. La dernière fois, on a parlé des mathématiques modernes de Bourbaki et Credos97, comme beaucoup parmi vous, se plaignent de la chute du niveau des programmes scolaires. Alors encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de dire de bêtises là ou de trucs mal dits en quelques minutes ou qui seront mal interprétés, mais je vais quand même donner un petit TLDR. En gros, je pense qu'il y a beaucoup trop de contenu aujourd'hui dans les programmes scolaires et qu'il faudrait plus aller dans la profondeur. Et la conséquence néfaste de l'immensité du programme scolaire, du contenu du programme scolaire, est le fait que du coup les élèves peuvent se contenter, ou en tout cas se contentent, d'apprendre un peu mécaniquement et par cœur. Et ça, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout souhaitable, c'est pas du tout souhaité par la plupart des mathématiciens que je connais. Et je pense que ça serait bien que dans les programmes scolaires, il y ait beaucoup plus d'invitations à l'exploration et tout ça. Je sais que c'est très difficile, notamment vis-à-vis de l'examination, puisque aujourd'hui,
l'école est quand même censée sélectionner en grande partie et que malheureusement on sélectionne beaucoup sur les maths et que du coup on va faire des examens où il y a des réponses vraies et une réponse fausse et qu'il n'y a pas trop de place du coup pour l'exploration et des réponses plus sophistiquées, difficiles à corriger et tout ça. Bref, c'est un énorme problème. Mais le TLDR, c'est que je pense qu'il faut moins de contenu, moins de choses que les gens doivent savoir et beaucoup plus une invitation à la réflexion, à l'exploration et un système de notation qui correspond beaucoup plus à la capacité des étudiants à se poser des questions, à proposer des idées, à proposer des pistes de réflexion et puis à écrire d'eux-mêmes une preuve complète, claire. Peut-être un autre truc sur lequel j'aimerais qu'on insiste un peu plus à l'école, c'est la clarification des idées. Je pense qu'un des gros objectifs de l'école et de l'enseignement mathématique, ça doit être une aide à clarifier les idées. Parce que la plupart des idées qui sont dans le monde sont en fait complètement pas claires et que c'est un énorme problème, souvent dans les débats politiques et tout ça, et tellement de choses sont mal définies, sont pas claires et tout. Du coup, il faudrait vraiment favoriser, encourager autant que possible un effort de clarté de la part des élèves. Alors, ça, c'est ce que je pense et c'est un TLDR, du coup, il y aura beaucoup plus à dire sur ce sujet. Tamazite DZ fait remarquer que dans l'épisode précédent, j'ai défini l'addition à partir de l'addition et c'est tout à fait vrai. C'était une vidéo de vulgarisation et je suis pas rentré dans les détails du formalisme ZFC qui sont très galères, mais j'ai pris le temps de parler vachement rigoureusement de la théorie ZFC dans l'épisode hardcore que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur la vraie logique formelle sur laquelle reposent toutes les fondations mathématiques, ou en tout cas les mathématiques standards. Enfin, il y a un excellent commentaire de TheMaxMax qui parle d'une méthode assez générale pour prouver l'indécidabilité de théorèmes dans une théorie. Et en effet, j'aurais dû citer ça, c'est un excellent commentaire de TheMaxMax que je vous invite à lire, à mettre pause et à lire. Alors très rapidement, ce dont il parle, c'est de la théorie des modèles que j'ai un peu mentionné à gauche à droite depuis le début de cette série sur l'infini. En gros, la théorie des modèles, ça consiste à se poser la question de est-ce qu'il existe une instance concrète qui satisfait les axiomes d'une théorie mathématique. Et donc un exemple très basique de modèle et de théorie, c'est la théorie des groupes. Donc la théorie des groupes, elle nous dit que un groupe, c'est un ensemble d'objets avec une opération, une espèce de multiplication qui lie les éléments du groupe. Et il y a certains axiomes que doivent satisfaire cette relation, cette opération entre les éléments du groupe. Donc la théorie des groupes, on peut voir ça comme une théorie mathématique axiomatique avec ces axiomes. Donc avec cette théorie, on peut formaliser de nouveaux théorèmes qui s'expriment uniquement dans le langage de la théorie. Par exemple, on peut se demander si pour tout x, pour tout y, xy va toujours être égal à yx. Est-ce que l'opération du groupe, de la théorie des groupes, est toujours commutatif. Alors là, si on y va un petit peu vite, on a envie de dire non, puisqu'il existe des groupes pour lesquels c'est faux. Mais en fait, la théorie axiomatique des groupes, elle nous demande de prouver la commutativité, ou l'inverse de la commutativité, la non-commutativité, à partir uniquement des axiomes de la théorie des groupes. Et là, on se rend compte en fait que c'est impossible, que c'est un problème indécidable. On ne peut pas partir des axiomes de la théorie des groupes et en déduire une preuve de la commutativité ou une preuve de la non-commutativité. Et pour montrer qu'en fait, il n'existe pas de telle preuve, que c'est un problème indécidable, ce qu'on peut faire, c'est construire des groupes concrets. Donc par exemple, on peut construire le groupe à deux éléments, moins 1 et plus 1, avec la multiplication classique. Vous pouvez vérifier que cet ensemble, si x et y sont à chaque fois ou bien moins 1 ou bien plus 1, eh ben, j'aurai tous les axiomes qui sont toujours vérifiés. À l'inverse, on peut considérer un autre groupe, par exemple le groupe des permutations à 3 éléments. Donc vous prenez 3 éléments et vous regardez toutes les façons de les mélanger. Donc chaque mélange va être un élément du groupe. Et bien pour le groupe des permutations à 3 éléments, vous pouvez voir que la commutativité est fausse. Du coup, on a deux groupes explicites, deux modèles de la théorie des groupes, dans lesquels la commutativité est vraie dans l'un et fausse dans l'autre. Et lorsqu'on a de tels modèles qui satisfont les axiomes de la théorie, mais qui donnent deux conclusions différentes par rapport à un certain théorème, on sait que ce théorème est un théorème indécidable dans la théorie axiomatique initiale. Et donc cette façon de raisonner, c'est exactement ce qui a été utilisé par Paul Cohen pour montrer par exemple l'indécidabilité de l'hypothèse du continu dans ZFC.
Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on parlera de l'un des concepts les plus merveilleux des mathématiques, à savoir le concept d'isomorphisme. J'en profite aussi pour vous dire que je serai au Festival Vidéosciences au Carrefour du Numérique le week-end du 21-22 janvier, donc à la Cité des Sciences. Je vous ai mis un lien dans la description vers l'inscription pour l'événement. Je ne sais pas si ce sera complet d'ici là. En tout cas, je vous invite à sauter vraiment sur les billets parce que je pense que ça va partir assez vite. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Hilbert was really worried about it. He revisited Euclidean geometry and showed that there were all sorts of flaky bits to it, even beyond proposition 5. There are models of mathematics in which you can devise algorithms, weird algorithms, that universal Turing machines cannot run. But such weird models of computations do not seem to fit our physical reality. We do not seem to be able to construct a machine that would run the algorithm of this very abstract mathematical model. In other words, the Church-Turing thesis is not only restricted to the theory of computation. Some people claim that it has major consequences about the structures of our universe and to the philosophy of mind.